Voici maintenant, mesdames et messieurs, l'une des plus belles arnaques à la banque que nous ayons traitées dans cette émission. Voici comment une conseillère bancaire s'est servie de l'amitié, de la confiance qu'avaient ses clients pour elle, pour arriver à leur soutirer. Alors c'est très difficile d'avoir une somme précise, mais l'on sait que ça tourne aux alentours de 500 000 €. Elle leur faisait prendre des crédits sur place, les recevait dans son propre bureau, allait elle-même au guichet s'occuper de tout et les clients redonnaient l'argent à la banquière par la suite. C'est une histoire invraisemblable. Nous allons mener l'enquête et essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé. Voici maintenant sur ce plateau des personnes qui ont été victimes de ces agissements. Il s'agit de Julie, Marie-Chantal, Philippe. Voici 3 victimes qui nous rejoignent sur le plateau de Sans aucun doute. Mais en réalité, elles sont plus nombreuses. Elles ont eu le malheur de faire confiance à leur conseillère bancaire. C'est trop dur. Parce qu'on va couler sous les dettes. Une conseillère qui aurait trompé ses clients qui étaient aussi ses amis. Son objectif, les convaincre de prendre des crédits et garder l'argent pour elle. Je viens pour réclamer mon argent. Parce que vous savez bien que vous n'aurez pas votre argent. Il y en aurait pour 500 000 €. Alors question, où est passé l'argent? Nous joindrons le fils de la conseillère. Il semble en savoir beaucoup. Je sais mes erreurs. D'accord. Et je l'ai marqué. Alors vous me laissez parler, s'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous. Si vous êtes intelligent. Taisez-vous, je vous parle. Puisque cette conseillère a agi dans le cadre de son travail pour tendre son piège, nous nous rendrons dans l'agence bancaire qui l'employait. Oui, là, je pense que c'est le branle-bas de combat. Ils sont en train de téléphoner de partout, dans le bureau. Voici donc une invraisemblable histoire qui démarre tout de suite, dans Sans aucun doute. Bonsoir Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonsoir Marie-Chantal. Bonsoir Philippe. Alors, tous les trois, vous pensez avoir été victime de cette personne. Qu'attendez-vous, mademoiselle, de cette émission ce soir? J'attends de cette émission, en fait, que la banque reconnaisse ses torts, qu'elle nous rembourse ce qu'elle nous doit et qu'elle enlève toutes les dettes qu'on a sur le dos, alors que... Voilà. Bien sûr, car la banque aujourd'hui semble dire c'est une affaire entre 7 employés. Et vous, Oui. nous n'avons strictement rien à voir là-dedans. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, faisons un petit tour de ce que vous avez donné chacun à cette conseillère. Combien avez-vous donné, monsieur? 11 000 €, monsieur. 11 000 €. Vous, madame? 10 000 €. Et vous, mademoiselle? 12 000. Monsieur, vous, ça vous a coûté combien, cette histoire? 7 000 €. Ça vous met dans une grosse difficulté aujourd'hui? Ben oui, parce que c'est un crédit qu'il faut qu'on rembourse alors que... Vous n'avez rien pris. Qu'on n'a rien eu, quoi. Combien vous a-t-elle remboursé sur ces 7 000? 50 €. Bon, voilà, je crois que nous avons posé les bases de l'enquête que nous allons maintenant mener avec Arnaud Mugler et Emmanuel Lafortune. Une des plus grandes arnaques, je vous le dis, à la banque. Profitez de ce lien de confiance qui se crée entre le client et le conseiller bancaire pour que l'employé de banque fasse prendre des crédits à ses clients et qu'elle récupère l'argent après. Il y en aurait... Encore une fois, on ne peut pas être très précis, mais pour pas loin de 500 000 €. Voici donc une investigation minutieuse en 2 parties. Dans la première, vous verrez comment cette banquière a piégé ses clients. Dans la deuxième, vous verrez comment l'habile montage financier échafaudé par la banquière s'est effondré comme un château de cartes. Place à l'enquête. Quand on vous traite de malhonnête et qu'on vous jette comme ça à la rue, c'est ignoble, ignoble. Comment je vais faire pour manger demain comment je vais faire pour continuer à vivre? Et je la fabrique pas, l'argent, moi, monsieur. Et la commission de surendettement. Ça sera sans fin, de toute façon. Tant qu'on ne donnera pas d'argent, ça sera sans fin. Vous n'aurez pas votre argent puisque vous avez porté plainte contre moi. Philippe et Aurora, Julie, Marie-Chantal, Odette et Fernand. Ils ne se connaissent pas mais ont un point commun. Tous étaient clients de la même banque. Tous étaient suivis par la même conseillère financière. Je connais ma conseillère bancaire depuis 1980, donc ça fait 27 ans en gros que je lui fais confiance. Je disais assez souvent à mes amis que j'avais une banquière très sympa, qui m'écoutait, qui était à l'écoute pour moi, qui était attentionnée. Quand on se rencontrait dans les supermarchés, on s'embrassait, on était vraiment une amie. Sympathique et puis toujours prête à... toujours là pour nous rendre service, quoi. Et c'était quelqu'un qui nous ressemblait, qui vivait comme nous, qui avait les mêmes problèmes, les mêmes difficultés pour vivre. Voici Julie, une jeune femme de 22 ans. Anorexique depuis plusieurs années, elle est aujourd'hui en convalescence. En novembre 2004, elle est l'une des premières à recevoir un étrange appel téléphonique de la part de sa banquière. Je reçois un coup de fil de ma conseillère qui me demande de passer à son bureau, que c'est très important. Elle m'a dit que c'était pour mon père et la seule façon d'aider mon père, c'était moi. J'arrive au bureau, il y avait plein de papiers étalés
Et elle me dit, ben voilà, faut signer là, 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 là. Et moi, j'ai signé là, 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 là. Ce que Julie ne sait pas, c'est qu'elle vient de tomber dans un piège. En signant ces documents, elle s'engage pour de nombreuses années à rembourser un prêt et une assurance vie de plusieurs milliers d'euros uniquement au profit de son père et de la banquière. Je me suis retrouvée avec une dette de 12 000 euros. Sans avoir touché ces 12 000 euros, en fait, je les ai jamais eus sur mon compte. La banquière et mon père m'ont rassurée en me disant que c'est eux qui allaient rembourser la traite tant par mois. Mais le plus incroyable, c'est qu'à la même période, fin 2004, la conseillère bancaire aurait contacté d'autres clients pour leur demander eux aussi de lui prêter de l'argent. Elle m'a dit qu'elle avait honte de demander, vu par rapport à son âge, de lui contracter un emprunt de 11 000 euros. Au début, j'ai trouvé ça très étrange, mais connaissant cette personne par rapport à mon mari, j'ai fermé un peu les yeux. Nous, on n'a pas hésité, parce qu'elle nous a fait comprendre qu'elle allait nous rembourser. Alors, on n'a pas hésité une seconde de lui rendre service. Cette dame, c'était avant tout, c'était la banquière, c'était la droiture, elle n'avait pas à me demander de l'argent, quoi. Donc, c'est pour ça que j'étais très, très surprise. À chaque fois, elle me disait, mais écoutez, vraiment, et elle se mettait à pleurer, voilà, je suis vraiment dans l'ennui. Vous êtes vraiment mon dernier secours, mon dernier recours, je vous en supplie, il faut vraiment m'aider. Tous auraient donc signé et contracté un crédit bancaire, puis accepté de prêter cet argent à leur conseillère financière. Les prêts s'élèvent à plus de 12 000 euros pour Julie, 11 000 euros pour Philippe, 10 000 euros pour Marie-Chantal et 2 fois 3 000 euros pour Odette et Fernand. En contrepartie, la banquière s'engage, le plus souvent via une reconnaissance de dette, à rembourser chaque mois les traites qui se présentent sur les comptes de ses clients. Rassurés, tous acceptent de garder le secret sur cette opération financière peu banale. On nous a demandé de mentir. Si jamais on nous demandait pourquoi on avait fait cet emprunt, donc il fallait dire qu'on achetait une nouvelle voiture. La banquière voulait que je sois très très discrète sur ce prêt, sur ces traites à payer. Elle voulait vraiment que ça reste... elle voulait pas que ça s'ébruite, ça c'est sûr. Plus étonnant encore, la conseillère obtient systématiquement l'accord de l'organisme prêteur en quelques minutes. Pourtant, dans le cas d'Odette et Fernand, le prêt d'argent aurait pu être sérieusement compromis. Moi étant un cas un peu à part, puisque j'ai été greffé du cœur il y a une dizaine d'années, pour tout ce qui est prêt, c'est pratiquement impossible. Et surtout, en plus, là, qu'on a obtenu ça en même pas 24 heures, en 1 heure de temps. Mais la banquière va encore plus loin. Pour Julie, elle n'hésite pas à donner de fausses informations à l'organisme financier. Ainsi, elle est certaine d'obtenir l'accord pour le prêt. Le plus incroyable, avec un salaire de 500 euros par mois, j'aurais jamais cru qu'un prêt soit accepté. En général, c'est pas possible. Et elle, en fait, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, pour que le prêt y passe, on va inventer une autre rentrée d'argent, tant par mois, qui sera en fait le montant de la traite. Elle a menti, quoi. Enfin, elle a triché sur mes revenus. Voici les documents qui prouvent cette falsification. Alors que Julie ne gagne que 544 euros par mois comme vendeuse à mi-temps, la conseillère bancaire lui a délibérément attribué un salaire de 1 251 euros net par mois, soit presque le triple de ses revenus. De plus, comme nous le confirme Odette, la conseillère semble constamment dans l'urgence. Les clients doivent lui remettre l'argent immédiatement, le prêt accepté. Elle allait faire signer le directeur, elle revenait, elle me faisait un chèque, j'allais au guichet, je reviens dans le bureau et donc elle m'a fait signe qu'il fallait que je lui tende l'alias. Je l'ai tendu sous un dossier qui était sur son bureau et de là, elle s'est baissée puis elle a mis l'alias des 3 000 euros dans son sac à main. Les premiers mois, tout se passe bien. La banquière honore chaque remboursement auprès de ses nombreux créditeurs, et ceci toujours en liquide. Les premiers mois, je lui téléphonais, je lui donnais rendez-vous sur un parking de supermarché, et elle me remboursait en argent liquide. Je faisais tellement confiance, même une fois, la fin de mois tombait un samedi après-midi, donc elle est venue chez ma belle-sœur au GT et elle m'a donné les 300 euros en numéraire. Je suis allée la voir dans son bureau, elle m'a dit attention, prends l'argent, je te donne l'argent pour la traite, mais tu fais attention qu'on ne voie pas derrière au guichet et tu iras au guichet après les déposer sur ton compte.
Mais très vite, la banquière se retrouve dépassée par les événements. Il lui faut constamment trouver de nouveaux candidats au crédit pour qu'elle puisse rembourser ceux qui lui ont déjà prêté de l'argent. Petit à petit, la machine s'emballe et l'inquiétude s'installe chez les clients emprunteurs. Le premier mois, donc, elle ne m'a pas payé. Le deuxième mois, elle ne m'a pas payé non plus. À chaque fois, elle me demandait de reculer toujours d'un mois les traites. On s'est retrouvés piégés parce que nous, on a continué à payer. On n'a qu'un salaire à la maison, celui de mon mari, et on ne peut pas de toute façon. Je lui ai téléphoné. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes d'argent et qu'elle allait mettre sa maison en vente, qu'il fallait que j'attende. Là, j'ai senti vraiment l'arnaque, quoi. J'ai dit, attends, il y a un problème. L'enquête est signée Arnaud Mugler pour Sans Aucun Doute. Vous vivez la même situation, 0826 107 109. Revenons un peu sur la personnalité de cette dame. Voilà, elle vous a à chaque fois raconté des histoires abracadabrantes qui font que voilà, vous êtes tombé dans le panneau, vous étiez vraiment touché par ses propos. En fait, au début de l'histoire, je suis une anorexique. Donc psychologiquement, j'étais pas bien et on a profité en fait. Tous les jours, elle me demandait alors vous allez mieux aujourd'hui comment? Et elle m'attendrissait en fait sur ça quoi. Elle prenait sans arrêt de mes nouvelles, ma petite Julie ça va, tout le temps. Et à la fin, Qu'est-ce qu'elle vous racontait? Et elle nous racontait qu'elle avait des gros soucis avec son fils, son petit-fils. Elle en avait la garde d'ailleurs, soi-disant, et qu'elle avait des gros problèmes d'argent et qu'elle était désespérée, quoi. Et c'est cette désespérance qui nous a touchés tous. Alors, puisqu'on parle de l'aspect psychologique de ce dossier, rappelons quand même, vous étiez cliente, vous la connaissiez depuis combien de temps, vous, madame? Une quinzaine d'années, donc elle a subi tout. On a eu des soucis très gros soucis. Donc elle m'a prise sous son aile. Bien sûr. Elle m'expliquait ses soucis. Donc on était toutes les deux à part égale. Elle pleurait, je pleurais. C'est vrai qu'elle m'a aidée quand même. Vous, monsieur, vous étiez client depuis combien de temps? Vous la connaissiez depuis combien de temps? Depuis 27 ans. 27 ans, 15 ans, madame. Vous, madame? 20 ans. 20 ans, et vous, mademoiselle? moi de 3 mois, mais mon père était un de ses clients déjà avant. À un moment donné, vous ne lui dites pas, mais attendez, vous travaillez dans une banque, donc vous avez forcément, mieux que quiconque, la possibilité de vous sortir de cette mauvaise passe financière en parlant vous-même à vos supérieurs qui ont la possibilité de vous faire des crédits. Non, alors justement, elle disait qu'elle était au bout, qu'elle avait déjà pas mal de crédits et qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir un autre crédit à la banque. Ce n'était pas possible. Il fallait que nous, ses amis, entre guillemets, on puisse la dépanner. Parce qu'on était vraiment le dernier recours. Alors nous avons cherché à savoir ce qui se passait vraiment. Nous avons eu tout à l'heure un rappel des faits. Voyons maintenant ce que nous avons pu trouver dans cette enquête menée par notre journaliste Arnaud Mugler. Regardez. En quelques mois, le fragile montage financier de la banquière s'écroule. Elle se retrouve en situation de banqueroute, incapable d'honorer le moindre remboursement. Pour la jeune Julie, la situation est dramatique. J'ai un petit salaire de 500 €, je ne savais pas comment m'en sortir. Je suis tombée dans un gouffre. Je dis c'est pas possible, j'ai rien fait pour et je suis dans cette situation-là, quoi. Et là, je panique. Julie se retrouve rapidement fichée à la Banque de France. La jeune femme a peine 20 ans, elle est criblée de dettes sans avoir profité du moindre centime de son crédit. Au mois d'août 2005, elle se décide à contacter un avocat, Maître Thévenet Chariot. Elle a sonné à la porte, elle était complètement perdue. Et elle m'a raconté une histoire abracadabrante que je ne pouvais pas croire. Et c'est face à cette situation d'urgence que, le même jour, j'ai saisi le procureur de la République. Il m'a paru complètement impossible de la part d'un établissement bancaire qu'on lui prête une telle somme avec de telles mensualités, 370 € sur un revenu mensuel de 500 €, un solde de 130 €, étant précisé qu'elle avait un loyer de 200 € par mois et qu'elle vivait seule. Le procès se tient en mars 2006. La conseillère financière et le père de Julie impliqués dans ce dossier sont lourdement condamnés. 5 mois de prison avec sursis. De plus, la banquière est immédiatement licenciée. L'un et l'autre ont fait appel de cette décision.
Devant la cour d'appel, la peine a été aggravée puisqu'ils ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve et une obligation de réparer bien évidemment les préjudices de Julie qui là encore ont été revus à la hausse. Les jours qui suivent le jugement, la presse locale se fait l'écho du procès et tente de comprendre où est passé l'argent. Selon le journal, le propre fils de la banquière aurait été le principal bénéficiaire des sommes empruntées par sa mère. Il est d'ailleurs actuellement mis en examen par le procureur de la République pour recel de biens. Le jour où paraissent ces révélations, pour ceux qui ont fait confiance à leur conseillère financière, c'est le choc. Lorsque j'ai découvert l'article de presse, j'ai été effondrée. Je me suis aperçu que j'étais victime d'une escroquerie, c'est tout. Ça y est, on s'est fait avoir. Et là, j'ai dit, on peut s'asseoir dessus, on ne touchera rien. Je m'étais fait arnaquer et je me suis sentie vraiment salie et meurtrie parce que je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. L'article de presse a permis de découvrir un très grand nombre de victimes qui se sont reconnues à la lecture de cet article et qui, semble-t-il, ont pris contact avec les services de police pour venir raconter leur propre histoire. Dès le début de l'affaire, Maître Thévenet, l'avocate de Julie, demande pour sa cliente la suspension des remboursements. La réponse de l'établissement financier ne se fait pas attendre. La banque a été informée dès le début de l'affaire de la situation de Julie et il lui a été demandé de suspendre les paiements. Elle s'y est opposée. Le juge d'instance a ordonné la suspension du paiement jusqu'à meilleure fortune et surtout jusqu'à ce que la procédure donne satisfaction à Julie. Voici l'ordonnance signée par le juge. Elle évite à Julie de devoir payer momentanément les échéances du crédit. Pour Maître Thévenet, sa signification est essentielle car l'objectif de l'avocate est l'annulation pure et simple par la banque des dettes de la jeune femme. À partir du moment où la conseillère financière agissait dans le cadre de son contrat de travail et agissait dans les locaux de la banque, la responsabilité de son employeur est clairement engagée. On attend toujours que la banque assume ses responsabilités, reconnaisse qu'elle était responsable de sa conseillère financière et des agissements de celle-ci, en prenant en compte la gravité des préjudices subis. Le problème est qu'aujourd'hui, excepté Julie, tous ceux qui ont prêté de l'argent à leur conseillère se voient pressés par la banque de rembourser les échéances. Pour certains d'entre eux, incapables de payer, c'est la catastrophe, car les sanctions sont immédiates. Je suis menacé par les huissiers, je suis au contentieux, je suis fiché au service des crédits. On a travaillé toute notre vie, j'ai travaillé jusqu'à 65 ans, justement, pour en arriver là. Voilà. Ça fait de la... Oui. Fiché à la Banque de France, c'était le pire qui pouvait m'arriver. La banque, de toute façon, elle est là pour nous enfoncer, elle n'est pas là pour nous aider, de toute façon. Et ça, c'est dur à vivre, parce qu'en fin de compte, on est considérés comme des mauvais payeurs. Alors qu'on a toujours payé ce qu'on doit, on l'a toujours payé, en temps et en heure. Une dernière fois, même si l'espoir est mince, Marie-Chantal va tenter d'obtenir des explications de la part de la banquière. Équipée d'une caméra cachée, elle se rend à son domicile. Mais vous ne pouvez pas me rembourser du tout. Ah non, je peux pas. Ah, de toute façon, mon avocat ne veut pas. À partir du moment où on a porté plainte contre moi, on ne veut pas. Bon, écoutez, moi, je viens pour réclamer mon argent. Parce que vous savez bien que vous n'aurez pas votre argent puisque vous avez porté plainte contre moi. Alors tant que je ne peux pas donner, bon, de toute façon, ça a paru dans le journal, on m'a mis plus par terre. De toute façon, je suis larguée de toute ma famille. Je suis toute seule. Vous n'allez pas pouvoir durer bien longtemps comme ça, il va y avoir le procès, etc. On verra bien, ils me mettront en prison. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'en suis là, hein. L'ex-banquière semble aujourd'hui dans une situation critique. L'unique espoir d'une résolution amiable se trouve auprès de l'établissement financier qui, pendant plus de 25 ans, a employé cette personne. Équipés d'une caméra cachée, Philippe et sa femme prennent rendez-vous avec le nouveau directeur. On va recevoir des huissiers combien de temps, dites-moi? Là, il y a une procédure qui est en cours, point final. Donc, mais vous êtes quand même au courant? Oui, je suis au courant, mais pour l'instant, tant que la procédure, moi, on ne parle pas de cette affaire. Là, maintenant, il faut voir avec l'huissier
pour trouver un arrangement. Mais on n'est pas les Vous seuls avez- dans l'histoire. Non, mais attendez, vous avez pris le risque, c'est vous. Oui, mais on n'est pas les seuls. Ouais, ça, il y a une procédure en cours. Je vous pose une question, répondez-moi. Je ne répondrai pas sur cette question. Pourquoi vous voulez pas répondre? Il y a une procédure. On n'est pas les seuls. Dites-moi oui ou non. Attendez, vous avancez des choses, vous parlez de choses que vous ne savez pas. Pourquoi? Vous écoutez des rumeurs, des choses comme ça, vous Il n'y a savez pas des rumeurs, monsieur. Attendez, Faites rien. vous prêtez, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous le rencontrez, vous dites, bon, monsieur, j'ai besoin d'argent, vous lui prêtez de l'argent. Non, là, j'aurais pas prêté. Mais là. Nous, on avait confiance, j'avais confiance à ma banquière quand même. De nous rembourser Il les... faut vous retourner contre madame. C'est pas nous, voilà. Il y a une procédure en cours, point final. Vous savez très bien qu'on ne sera pas tout seul. Voilà. Au revoir, messieurs, dames. Le dialogue semble impossible, la banque campe sur ses positions. Dans ce document que nous nous sommes procurés, l'établissement financier affirme même que les relations entre la conseillère et les clients qui lui ont fait confiance relèvent du domaine privé. Philippe et Aurora sont effondrés. Comme chacune des victimes, ils ont l'impression d'être condamnés à payer pendant des années des crédits dont ils n'ont jamais profité. C'est trop dur. Parce qu'on va couler sous les dettes. Et en plus, on est considéré comme mauvais payeur. L'enquête est signée Arnaud Bugler, pour sans aucun doute. Madame qui est dans le public avec nous, est-ce que vous lui trouvez des circonstances atténuantes à cette dame? Est-ce qu'effectivement, elle aurait pu vraiment avoir des difficultés financières ou vous avez l'impression qu'elle s'est moquée de vous? C'est-à-dire non, j'ai jamais cru jusqu'à l'apparition sur le journal. Jusqu'au dernier moment, c'était toujours mon ami. Quand on sortait de son bureau avec mon mari, on disait chic, on a trouvé une bonne amie. Parlons maintenant de l'aspect technique du dossier. Est-ce que, mais il faut faire attention à ce qu'on dit, essayons d'être le plus objectif possible, effectivement, elle vous a fait des facilités auxquelles vous n'auriez pas eu le droit, à l'occasion de découvertes par exemple, pour pouvoir organiser sa fuite en avant, puisqu'elle ne pouvait plus rembourser. Donc, est-ce qu'elle l'a fait pour vous, madame, ça? Oui, j'avais droit à un découvert de 1 000 € et un jour, elle m'a téléphoné qu'il fallait que je lui fasse un chèque par retour de courrier pour l'aider. Alors je lui ai répondu, mais vous, en sachant ma situation, vous voyez bien que j'étais à un découvert de 1 000 €, j'étais peut-être à 999,99 pour pas arriver à 1000. Alors je lui ai dit, vous voyez bien ma situation, je peux pas vous faire un chèque de 1000, mais il n'y a pas de problème, je vais vous augmenter votre découvert. Alors donc le découvert de 1000 est passé à 2000, rebelote pour un deuxième chèque, il est passé de 2000 à 3000, rebelote pour un quatrième chèque et moi, je me répète peut-être, j'avais peur que si je refusais, que le directeur de la banque me réclame par retour du courrier le total de mon découvert et je n'aurais pas pu. Justement, comment jugez-vous l'attitude de la banque qui se bat, qui essaie, c'est normal, ils sont commerçants avant tout également, de ne pas avoir à sortir de l'argent, mais la façon dont vous êtes reçu, nous avons vu cette caméra cachée, comment vous jugez ça? Eh bien, écoutez, pour moi, la banque ne tient pas ses responsabilités. D'autre part, on a été reçus vraiment comme des malhonnêtes. Je me suis fait traiter de malhonnête par le chef d'agence. Et il m'a même dit que ce prêt m'avait servi certainement à quelque chose, et à quelque chose de rien du tout, puisque moi, j'ai tout redonné à cette dame. Et j'ai été vraiment très salie par ce chef d'agence, humiliée. Ma dignité en a payé beaucoup et je suis choquée de cet homme. Et vous, madame? Moi, il était odieux. Parce qu'il est même venu à me parler il a dit, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez qu'à demander à votre maman. J'ai dit, elle a 86 ans, bientôt, elle va bientôt mourir, comme ça vous aurez son héritage. Il a dit des mots pour me faire pleurer. Et bien, pour une fois, j'ai tenu. Mais quand j'ai attendu, quand je l'ai vu ouvrir la porte, j'ai vu tout de suite que ça allait pas aller. Alors, nous allons nous tourner maintenant vers nos spécialistes. Maître Michel, je pense que cette dame, effectivement, n'a pas besoin d'expliquer à nos téléspectateurs qu'elle aura des comptes à rendre devant la justice. Ça a commencé avec mademoiselle, ça continuera avec les autres. Malheureusement, il y a de fortes chances qu'elle soit insolvable. La seule chose qui est vraiment intéressante dans ce dossier, c'est de savoir si la banque peut avoir ou non une responsabilité. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a un article fondamental, qui est l'article 1384 du Code civil, qui dit que l'on est responsable du fait de ses préposés. C'est le terme de la loi. C'est-à-dire quand un salarié travaille dans une entreprise et qu'à l'occasion de ses fonctions,
il en profite pour causer un préjudice à quelqu'un, une espèce d'un préjudice financier, si c'est à l'occasion des fonctions, même si son employeur n'est pas au courant, même si c'est dans le cadre d'une infraction, l'employeur est responsable. Pourquoi? Jamais, si cette dame n'avait pas été chargée de clientèle dans cette banque, elle n'aurait pu avoir accès aux comptes de ces messieurs-dames, au support informatique de la banque, jamais elle n'aurait eu la possibilité de faire libérer un crédit dans la journée, jamais elle n'aurait pu augmenter le découvert, et donc tout cela fait que c'est à l'occasion de ses fonctions et que la banque est responsable. Comme vient de le souligner Gérard Michel, l'employeur est responsable des agissements de ses salariés. Cela dit, l'implication de cette conseillère bancaire semble totale dans cette affaire. C'est elle qui a demandé à nos témoins de prendre des crédits à son profit. Nous n'avons pas cessé en coulisses de tenter de la joindre, sans succès pour l'instant. Nous décidons, en attendant, de nous adresser à la mère de notre conseillère. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Vous êtes la maman de... Oui. Oui. Est-ce que je pourrais lui parler éventuellement? Elle n'est pas là, madame. Ah, c'est bien ennuyeux. Je suis madame Charpie, là. Vous m'avez vu oui, récemment. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Est-ce que vous pourriez éventuellement me donner un numéro de téléphone? Elle n'a pas de téléphone. Elle n'a plus de téléphone. Non. Et est-ce que vous pourriez me dire où elle habite? Et je ne sais pas où elle est. Vous ne savez pas? Non. Bien. Est-ce que je peux la rappeler ce soir chez vous? Ah ben, je ne sais pas si elle sera là, madame, hein. Je l'ai vue l'autre soir chez vous. Eh bien oui, mais elle était passée comme ça, hein. Elle était passée par hasard? Voilà. Bien. Et vous la voyez rarement? Je ne sais pas, hein. Je ne peux pas vous dire, madame. Bien. Merci, madame. Il n'y a pas de quoi. Bon, alors, il y a quand même un petit filtre, je pense, de la part de la maman, ce qui est tout à fait normal, hein, si sa fille lui dit de ne pas lui passer les communications. Donc nous allons essayer par un autre biais. Notre journaliste choisit donc de se présenter au domicile de cette maman. Il espère ainsi obtenir plus facilement les informations qui nous manquent pour rencontrer notre conseillère. Simplement, si vous l'avez au téléphone, soyez gentil, demandez-lui, parce que je veux juste vous expliquer le but de notre démarche. On essaie de trouver un arrangement à l'amiable, puisque vous le savez, votre fille a quand même quelques petits problèmes par rapport à ce qui s'est passé à la banque. Oui. Donc avant de déclencher d'autres procès qui pourraient aller très loin et vraiment l'embêter, nous voulions simplement qu'elle puisse nous expliquer un petit peu comment nous, on pourrait à la fois l'aider elle et aider ceux qui ont été victimes des agissements. Ben moi, je ne peux pas vous renseigner, mon pauvre monsieur. Alors, le journaliste va vous donner un numéro de téléphone. Si vous l'avez, vous lui dites de nous rappeler, qu'on essaie d'arranger les choses. Ben oui, si je la vois, hein. D'accord. Je ne peux pas vous donner de renseignements. Mais quand elle passe à l'improviste? Ah, je ne sais pas, hein, si elle repassera, hein. Non, mais par exemple, la semaine dernière, quand elle est venue, Eh ben oui, mais enfin, on s'est disputé, alors... Ah, d'accord, je peux rien vous dire, hein. Mère et fille seraient donc fâchées. Ce n'est donc pas par ce moyen que nous réussirons à joindre notre banquière. Nous demandons alors à notre journaliste de poursuivre son enquête du côté de l'agence bancaire qui l'employait. Encore une fois, c'est dans le cadre de son travail que cette conseillère amènera bien son forfait. Nous souhaitons donc connaître la position de la banque. Et je vois en fait la dame dont nous voulons avoir... La dame dont nous voulons avoir en fait la réaction est en ce moment en rendez-vous avec une cliente. Hein. Je la vois d'où je suis. Mais notre venue perturbe les employés de l'agence. Bonjour. Oui, là je pense que c'est le branle-bas de combat. Ils sont en train de téléphoner de partout dans le bureau et je vois la directrice derrière une porte en verre et ils ne veulent pas m'ouvrir pour l'instant. Je crois qu'ils attendent des instructions. Pour ne pas perdre de temps dans cette affaire, nous laissons notre journaliste sur place. Je vais être reçu par quelqu'un. Sur le plateau, nous décidons de contacter directement le siège de cette banque et en particulier la direction de la clientèle. Bonjour. Oui, bonjour madame. Pourrais-je avoir la direction des relations clientèle? Patientez, je vous relâche avec notre centre de renseignement. Au revoir, monsieur. Au revoir madame. Accueil téléphonique, bonjour. Oui, bonjour. Julien Courbet, l'appareil. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, la direction des relations clientèle? Oui, je vous transfère. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir madame. Accueil téléphonique, bonjour. Bonjour madame. Julien Courbet, l'émission Sans aucun doute sur TF1. Est-il possible d'avoir, s'il vous plaît, la direction? Patientez, je vous me relâche avec notre centre de renseignement. Au revoir, monsieur. Au revoir. Allô? Centre de renseignement, bonjour. Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pouvez-vous me passer la direction, carrément? Un instant, merci. Rien. Bonjour.
Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Finalement, après avoir été baladé de service en service, quelqu'un vole enfin à notre secours. Les clients qui vous ont contacté nous ont écrit à nos services relations clientèle de la médiation. Alors, je vous passe une des clientes. Oui, tout à fait, madame. Nous vous avons écrit plusieurs fois. Nous avons écrit également à monsieur qui est chargé clientèle également. Nous avons écrit à monsieur qui est juriste. Et nous avons écrit également à madame médiateur. Donc, on ne peut pas faire mieux, là. Quel est votre nom, madame, s'il vous plaît? Oh, ben, tout à fait. Je suis madame Charpille. Bien. Je vais revoir auprès de nos collaborateurs. Et est-ce que l'on peut vous rappeler, monsieur Courbet? Oui, mais alors, est-ce que vous pouvez le faire dans l'après-midi parce que... je m'en occupe tout de suite, monsieur. C'est très gentil, madame. Je vous en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir. Notre journaliste est quant à lui reçu par la direction de l'agence bancaire qui se mure dans un silence prudent. La direction nous renvoie vers le siège que nous venons de contacter. En attendant la position officielle de la banque, nous joignons le fils de notre conseillère bancaire. Il aurait profité des largesses de sa mère, autrement dit, de l'argent de nos témoins. A priori, je crois que vous avez récupéré également... Vous avez profité de l'argent d'un de ses prêts. Eh non. A priori, non. Moi, je suis le fils. Déjà, le problème, c'est que moi, involontairement, je suis tombé dedans. Alors déjà, c'est déjà très compliqué pour moi. Non, mais je comprends. Non, mais oui, vous avez tellement d'histoires différentes que c'est jamais les mêmes. Et moi, à la limite, je paye les pots cassés pour ces gens-là que je connais même pas. Bien sûr. Donc, vous pouvez déjà les appeler, ces gens-là, et demander s'ils me connaissent moi. Déjà, vous aurez déjà une... Ah mais ils sont à côté de moi, aucun ne vous connaît. Je crois oui, qu'aucun... oui, donc je paye involontairement. Mais comme ces gens-là, eux, ils ont porté plainte, moi je suis le fils, c'est normal que je suis un receleur, moi. Mais non, mais c'est parce que quelqu'un a dû dire à la police que l'argent vous avait été donné à vous, sinon ils ne seraient pas venus. Mais ils racontent comme ils veulent, oui, mais justement... Mais pas eux. Moi, moi je suis endetté à cause des prêts que j'ai fait pour ma mère. Mais monsieur, ce que j'essaie de vous expliquer... Attendez, je vais vous expliquer. Oui. Parce que la Banque de France, écoutez, déjà par téléphone, vous voyez, c'est pas évident. Alors, que je suis déjà en Banque de France, donc moi je vais avoir, ça va sortir par A plus B, comme quoi que j'ai fait des prêts, et que tous ces prêts-là ont été toujours pour payer, soit des prêts pour les gens, ou soit pour moi, pour payer ma mère. Donc ça va se vérifier, ça, parce que moi je suis sûr de ce que j'avance. Bien sûr, mais personne ne vous accuse de quoi que ce soit. Je sais bien, mais... Ce que je voulais simplement vous dire, monsieur... Je suis tombé dans un trou comme ça, vous savez, c'est pas évident. Mais de toute façon, je sais très bien que ma mère, ce n'est pas une voleuse. Non, ça, d'accord. Moi, je vais vous dire, elle a toujours aidé les autres. Mais alors pourquoi elle faisait des emprunts? Là, pour payer les prêts. Mais quel prêt, monsieur? Écoutez... Quel prêt? Pour payer les châteaux? Dans le journal, c'est marqué quand même... Le journal, écoutez... 800 000 euros, monsieur. 800 000 euros, c'est quand même pas une paille. Vous savez combien on m'a mis, moi, sur le journal? On m'a mis 800 000 euros. 800 000 euros, oui. Complètement débile, c'est complètement débile. Non mais monsieur, quand elle demande des sous... Des prêts, mais il n'y a pas 800 000 euros, justement. Non mais peu importe la somme, peu importe la somme. Mais à quoi lui servait cet argent? Monsieur... Un expert comptable, et quand l'expert comptable a tout compté... Ok, il n'y a pas 500 000. Allez, il n'y a pas grand-chose. Mais à quoi lui servait cet argent? À quoi lui servait cet argent? À quoi tu... À payer des prêts. Mais ces prêts, elle prenait... Mais à payer des prêts qu'elle prenait elle-même? Mais non, que moi j'avais fait sûrement avant et puis que j'y payais, j'avais fait des prêts. Ah, vous avez pris des prêts. Vous avez pris des prêts que vous ne pouviez pas payer. Et c'est elle qui les, d'accord. Elle a un avocat et son avocat doit prendre des comptes rendus de ce qui est marqué. Alors logiquement, ça doit être marqué dessus. Parce que quand on dit la vérité, on n'a pas à avoir... Mais non, maintenant j'ai compris. Vous avez pris des prêts que vous ne pouviez plus payer. Et votre mère, pour vous aider, a fait prendre des prêts à ses clients et vous a donné les sous, ce qui explique qu'on vous ait demandé des explications. Vous savez, pour Madame Janté, je vais vous dire quelque chose. Vous allez faire une enquête. Vous fumez pas de cannabis, vous? Hein? Vous fumez pas des joints de temps en temps? Et ça change quoi? Il faut voir avec qui vous traînez. Moi, je vous connais 10 ans de Ève, moi. Non, mais dites donc. Oui, mais moi, je dis ce que je dis, moi. Je sais ce que je vois. Oui, d'accord, vous dites ce que vous dites, vous voyez ce que vous voyez, et nous on pense ce qu'on pense, mais peu importe. Ça fait longtemps que l'anorexique et tout, je crois que ma mère, elle vous a pris aucun argent et elle s'était démerdée pour vous. C'est pas vrai, ça? Bien sûr, monsieur, vous êtes victime aussi. Mais je suis victime pareil. Bien sûr. Mais la différence de vous, c'est que moi, ma mère, elle m'a toujours élevé et elle a jamais fait le quart de ce que beaucoup de gens ont fait. Mais... Moi, j'étais con dans l'affaire parce que à 20 ans, je maîtrisais pas l'argent, c'est vrai. Je m'achetais peut-être une bagnole, des conneries comme ça, mais ça fait 10 ans que je travaille. Là. Monsieur, je voudrais vous dire quelque chose. 10 ans que je travaille, là, j'ai des patrons quand même qui savent ce que je vaux. Si vous n'aviez pas, monsieur, demandé à votre mère de vous rembourser vos emprunts, personne n'en serait là, ni vous ni eux. Moi, j'ai pas été demander des sous à des gens. Mais est-ce que vous avez demandé des sous à votre mère, monsieur? Monsieur, est-ce que vous avez demandé des sous à votre mère?
Pour couvrir vos emprunts. Pour couvrir vos emprunts. Non, ça a toujours été des prêts. Moi, j'ai la preuve parce que je suis en Banque de France et j'en avais pour 80 millions de prêts. Comment vous les avez remboursés? Mais comment? Je ne les ai pas remboursés puisque de toute façon, je suis passé à la Banque de France. Parce que quand je faisais des prêts, j'ai jamais dit au départ que j'avais d'autres prêts. Alors j'ai la preuve. Alors Et combien de prêts vous avez pris? Alors, combien de prêts? Pour 80 millions de dettes, j'en ai pris 17 prêts. Voilà, 17 prêts. Alors, écoutez-moi bien. Je comprends mieux maintenant. Écoutez-moi bien, monsieur Courbet. Oui, oui. Hein? Pour ces prêts que j'ai faits, c'est pas pour moi. C'est pas pour m'acheter un château. C'est pour payer à ma mère. Qui après repayer des fois à des gens. Mais ça, je ne savais pas, ça. Je l'ai su en 2005. C'est-à-dire que oui, enfin, il y a... Mais alors... Si ils ont des comptes rendus, si vous avez tout, quand même des comptes rendus, parce que je pense que vous êtes quand même assez intelligent pour voir qui c'est qui ment, parce qu'il n'y a pas vraiment de mensonge là-dedans. C'est une histoire de cavalerie d'argent, malheureusement, pour payer Pierre, Paul, Jean-Jacques. C'est pas pour t'acheter des trucs comme on voit souvent. Fuite en avant. Oui. Mais au tout début, tout à... Passez-moi les gens, moi je veux bien leur parler, là. Mais ils vous parlent, ils sont là. Ils me connaissent tous. Allez, monsieur, allez-y, madame. Je vais vous passer une dame, elle va se présenter. Voilà, ouais, parce que c'est bien mieux de se présenter quand même. Dernièrement, j'ai fait 2 prêts dans un mois, 2 prêts de 3 000 €. Et quand Et bien l'année dernière, et c'était pour vous. Votre maman m'expliquait que vous aviez des problèmes d'argent. Hein, Oui. Vous vouliez payer, vous aviez divorcé, vous vouliez payer une partie de votre maison. J'ai jamais divorcé. Alors déjà, j'ai jamais divorcé. Voilà. Ça fait 4 ans que j'étais avec une amie. Ah déjà, ben si, mais pour commencer. vous avez Donc, divorcé déjà, avant d'être avec ma une mère, amie. si elle dit ce qu'elle veut, moi, j'y suis pour rien. Parce Et que vous j'étais avez pas là. juré? Vous avez juré sur la tête de votre enfant que vous étiez jamais rentré dans le bureau de votre maman. Or, une journée j'ai fait un prêt de 3 000 € pour vous, indirectement, et vous êtes rentré dans le bureau de votre maman sans frapper. Et c'est là que je me suis retournée et elle m'a dit, voilà, Madame Niki, je vous présente mon fils. Ouais. Alors que vous aviez juré au commissaire que vous étiez jamais venu dans le bureau de votre maman. Donc c'est un gros mensonge là déjà. Ah, écoutez, honnêtement, je sais très bien que je n'ai pas pris d'argent des gens. Honnêtement, j'ai jamais fréquenté, j'ai un casier judiciaire. Ça marche, ok, je vous crois. Non mais c'est vachement important ce que je vous dis. Mais vous je vous croyez comme écoute. ça parce que vous défendez ces gens, ce qui est normal. Mais moi je me suis fait bien niquer bien profond aussi. Bon. Je parle comme je le ressens parce que je ne pensais pas que ma mère était Mais pas capable par d'animer eux. soit des gens. Ce que je veux vous dire, c'est quand vous dites que vous êtes Alors, fait Madame pas Janté, bien là, profond, Madame c'est pas par Janté, eux. Si elle est honnête, là, vous allez me la repasser parce qu'il y a quelque chose que j'ai approfondi, parce que vous comprenez bien quand même Qui vous voulez que par la suite, quand même, quand je sais ce que ma mère a fait, j'ai quand même essayé de savoir. On est d'accord? Oui. Donc, on va commencer par Madame Janté. Alors on y va. Passez-moi là. Oui, je vous écoute, je vous écoute. Oui, vous m'écoutez. Votre père, il avait pas eu des problèmes d'impôts déjà, des problèmes comme ça? Votre père, c'est pas... Ouais, je vais vous dire honnêtement, c'est pas un truand? Non mais Mon père... Parce que moi j'ai des preuves, hein, j'ai des preuves. J'ai Monsieur, des preuves qui sont fait avoir par votre... à un moment donné, vous allez laisser la répondre. Votre cher papa, ce qu'il a fait, il a été voir ma Mais mère. mon cher papa, Comme ma je veux mère, plus il avait en un- entendre Attendez, parler. monsieur, c'est pas un monologue. Non, mais Si moi, vous... je sais le départ. Non, mais monsieur, laissez-la répondre. Au moins qu'elle puisse vous répondre, ça sert à rien. Si vous faites les questions et les réponses. Excusez-moi, d'accord. Bon, voilà, attendez, c'est grave là ce que vous dites, qu'elle puisse répondre. Bah, c'est grave, je suis témoin. Ben d'accord, bah, laissez-la répondre. Vous me dites, moi je vais vous poser des questions, vous en avez posé une, attendez la réponse, une seconde. Mademoiselle. Déjà, mon père, je veux plus en entendre parler. Bon. Je sais très bien, moi, il m'a fait du mal à moi aussi. Mais ce qu'il faisait, moi, je suis pas au courant des choses qu'il faisait. Hein. Bon, d'accord. Elle veut plus lui parler, elle ne lui parle plus. Donc, vous voyez, elle s'est réglée. Allez, Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Alors, madame. si j'ai bien compris, vous êtes bien un ange. Non, j'ai pas dit que j'étais un ange. Mais je tiens à vous dire, monsieur, que la loi... Je sais mes erreurs. D'accord. Et je l'ai marqué. Alors, vous allez laisser parler, s'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous. Si vous êtes intelligent. Taisez-vous, je vous parle. Je pense que vous êtes intelligente, vous avez Ouais, dû je sais lire pas tout ce raccrocher. que j'ai marqué. D'accord. Point de vue du commissaire de police. Alors, simplement- résultat des cours, je leur ai dit que ma mère était toujours près de moi jusqu'à Ça va décrocher, 25 c'est ans bien. parce que j'ai fait que des conneries, D'accord. c'est vrai. Je Mais tiens j'ai pas simplement à vécu vous non dire, plus monsieur- avec des châteaux et des Ferrari. D'accord. Déjà, hein, j'ai fait que des conneries parce que pour moi, Oui. je pensais pas que ma mère elle allait délirer dans ces Oui. points-là. Alors, vous n'arrêtez pas de parler parce que vous savez très bien ce que je vais vous dire. C'est que je me suis jamais permis de demander des sous à des gens. Alors, monsieur, Et écoutez-moi ça, bien. madame, si, Écoutez-moi madame. bien, monsieur, Et s'il vous plaît. Je n'ai jamais. Je vais vous donner un conseil honnêtement, sur la gratuit. tête de mon fils, ça c'est Bon, laissez sûr. tomber, Et ça peut-être sert que à je m'en rien. souviens plus dans le bureau. Ok. Je vais l'admettre que c'est ce que j'ai dit, mais honnêtement. Allez, monsieur, on va en rester là. Il n'y a aucune possibilité. Monsieur. On peut dire que c'est Oh, moi qui non. ai l'argent des gens. Monsieur, il n'y a aucune possibilité. On va en rester là, c'est rien. Là, vous parlez tout seul, on ne peut pas dialoguer. Donc, peu importe. Il n'y a pas aucune possibilité d'avoir une explication de votre mère. Ah, bah, ça m'étonnerait. Hein. Je pense que ça sera par l'avocat. Bon, ok. Merci, monsieur. Passez une bonne soirée. Ouais. Au revoir. Où est passé l'argent obtenu grâce au crédit? Arnaud Mugler, notre journaliste, qui était également auprès du fils de notre banquière jusqu'à maintenant,
a pu obtenir un début de piste. En ce qui concerne le fils, je suis entré à son lieu de travail. Monsieur n'a pas souhaité que ce soit avec la caméra. Néanmoins, nous avons pu enregistrer la conversation. Et celui-ci nous dit, je lui ai demandé franchement s'il avait reçu de l'argent liquide venant de sa maman. Et lui m'a dit très franchement, c'est possible que ce soit arrivé, mais je n'en ai aucun souvenir. Donc voilà la dernière des choses que nous aurions pu avoir. Et il m'a promis qu'il transmettait nos coordonnées à sa mère pour que nous puissions, les jours prochains, entrer en contact avec sa mère. Alors, d'autre part, la banque, donc le siège nous a rappelé, nous a demandé quelques jours pour nous, mais ce sera vraisemblablement quelques secondes pour vous, téléspectateurs, afin de nous donner une position. Et ils ne souhaitent pas pour l'instant s'exprimer sur ce dossier, mais nous ont promis que nous enregistrons aujourd'hui un jeudi, que lundi, il nous donnerait une position officielle. Bon, mais écoutez, Arnaud, maintenant je pense que du côté de la maman, ça va être très difficile de la trouver, donc il vaut mieux attendre le retour de la banque. Absolument, et nous restons en contact avec toutes les personnes pour pouvoir trouver une issue à cette affaire. Merci beaucoup Arnaud pour le travail effectué, merci. Merci. Voilà, les hameçons ont été lancés un petit peu partout, nous avons déployé beaucoup de moyens, nous attendons maintenant la réponse du siège. Néanmoins, Maître Michel, donc nous attendons jusqu'à lundi. Quelle action doivent-ils mener maintenant contre la banque, si action il y a à mener contre la banque? Alors, je pense qu'il y a deux actions à faire. D'abord, il faut faire la même chose que ce qu'avait fait très intelligemment l'avocat de mademoiselle, c'est demander au juge d'instance de bloquer l'exécution de tous les prêts, en disant il y a une contestation, le tribunal est saisi, je suis dans une situation difficile. Et à partir du moment où il y a eu un précédent, le juge d'instance bloquera tous les paiements. Et puis, deuxièmement, engager une procédure devant le tribunal de grande instance contre la banque en annulation des prêts, en indiquant que les prêts ont été contractés dans des conditions dolosives par l'intermédiaire de leurs conseillers financiers qui auraient été, voulaient s'en servir à des fins personnelles, et subsidiairement, c'est-à-dire que c'est la banque qui doit en assumer les conséquences dans le cadre de sa responsabilité d'employeur. Peuvent-ils se regrouper avec un seul avocat? Alors, on a toujours intérêt, quand on a des dossiers identiques, à les regrouper chez un seul avocat, mais c'est les uns à côté des autres. En France, on ne peut pas faire d'action collective, ce n'est pas prévu par la loi. Allez, nous attendons des nouvelles. Vous allez les avoir très rapidement sur cette antenne de TF1, dans cette émission sans aucun doute. On est avec vous et on ne laissera pas tomber l'affaire aussi longtemps que ça durera. Nous battrons à vos côtés, d'accord? Merci beaucoup. Allez, bon courage à vous tous. Conformément à l'engagement pris par Julien Courbet, sans aucun doute a soutenu jusqu'au bout nos témoins. Comme promis, quelques jours après l'enregistrement, notre journaliste reprend contact avec la banque. Elle nous promet une position officielle dans les prochaines heures. D'accord. Écoutez, c'est très important pour nous et je vous remercie beaucoup. Oui, merci. Immédiatement, nous décidons de prendre le train. Nous voulons au plus vite rejoindre nos témoins pour découvrir ensemble les décisions de la banque. Entre Julie, Marie-Chantal, Fernand, Odette, Philippe et Aurora, une véritable amitié est née. Même si à cet instant, c'est l'inquiétude qui domine. À force d'attendre, j'ai peur, je dors pas. C'est trop dur, on a reçu une lettre recommandée encore aujourd'hui. Ouais, c'est dur. Ça fera ce que ça fera, mais je me laisserai pas faire. Au même moment, à Paris, Julien Courbet est informé des dispositions prises par la banque. Le duplex est immédiatement établi avec les victimes. A priori, vous n'avez pas eu de nouvelles, vous, de la banque? Rien du tout. À part des lettres d'huissier, c'est tout. Le papier que j'ai sous les yeux dit la chose suivante. S'agissant des victimes, la banque assumera dans tous les cas ses responsabilités comme employeur de cette dame vis-à-vis des victimes de bonne foi. Ouais, Sans qu'il y ait de procédure de toute façon. C'est super. Merci. C'est génial. Pour Julie, elle m'entend, Julie? Oui, je suis là, Julien. En ce qui te concerne, elle se propose, la banque, de t'indemniser immédiatement à des conditions à définir avec ton avocat. Super. Génial. Génial. En ce qui concerne les autres victimes, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de la table avec nous là aujourd'hui en duplex avec Arnaud, ils vont examiner chaque dossier cas par cas et geler
les échéances de crédit en attendant la fin de cette étude. Très très bien. C'est très bien. C'est super. Bon, Aurora contente parce que c'était la galère, hein? Je vous remercie pour tout. Merci De rien, Aurora, de rien. Et il est content, Philippe? Bah oui, il est comme moi, il pleure alors. Je leur fais à tous un très très gros bisou de la part de toute l'équipe et merci de nous avoir fait confiance. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. C'est vraiment une satisfaction formidable. On va tous pleurer, je crois, de joie. Bah, je suis heureuse. Moi, je vous remercie tous. Puis je vous oublierai jamais. Je pense que je vais pouvoir commencer à vivre. Là, c'est génial. La banque assume ses responsabilités après ces moments d'intense émotion pour tous. C'est un immense soulagement.